Alors on attend juste encore peut-être 2-3 minutes le temps à tout le monde de nous rejoindre. Bonsoir à Mélanie Maki qui est ponctuelle. On attend encore 2 petites minutes avant de commencer le live et les autres nous prendront en cours de route. De toute façon, la vidéo sera à nouveau visionnable sur mon compte Instagram et sur YouTube pour ceux qui auraient manqué le début. Encore une petite minute. Donc avant de commencer, je vais juste rappeler un peu l'idée de cette petite vidéo. Donc comme d'habitude, je vais développer un sujet, essayer de l'aborder sous plusieurs angles différents. Et si jamais vous avez envie d'intervenir, poser des questions, même pendant l'intervention, n'hésitez pas. Ou vous pouvez aussi poser des questions à la fin, ou faire vos commentaires. Ou si bien sûr, vous avez envie même d'intervenir dans la vidéo, n'hésitez pas. L'idée, c'est aussi que ce soit quelque chose d'interactif et que je puisse essayer de répondre aussi à toutes vos questions ou rebondir sur vos remarques. Donc voilà, je crois qu'on ne va pas attendre plus longtemps. Alors, le sujet de ce soir, c'est donc accepter le réel, ou accepter la réalité. Alors déjà, on peut déjà se poser la question, pourquoi cette thématique? Est-ce que le réel a à être accepté? Si oui, comment?
et pourquoi. Donc, on va voir qu'en fait, l'acceptation de la réalité, en fait, ça découle en fait de deux choses. D'une part, de nos perceptions, qui sont un premier biais par rapport à la réalité, ne donnent pas un accès direct à la réalité. Donc il y a certaines dispositions, on va dire, physiologiques, qui nous contraint à percevoir la réalité d'une certaine manière, mais qui n'est pas un accès direct à la réalité. On a un certain nombre de conditionnements. Et d'autre part, il y a en fait un besoin, quelque part, un besoin psychologique de falsifier la réalité, de s'en éloigner, de la travestir, de la modifier, de ne pas la percevoir pour ce qu'elle est. Et là, on va essayer de se poser la question d'où vient ce besoin, d'où vient cette nécessité psychologique de prendre cette distance avec la réalité. En fait, à la base, en fait, de ce besoin, donc du besoin psychologique, il y a une difficulté à intégrer ses propres émotions. Notre capacité à accepter la réalité dépend pas seulement de nos perceptions, elle dépend aussi et surtout de notre capacité à prendre de la distance avec celle-ci. C'est ça, en fait, c'est là que réside en fait la clé en fait tout le problème, d'accepter la réalité. Et on va voir en fait qu'est-ce que ça peut engendrer comme difficulté et comme souffrance en fait dans le fait de refuser la réalité. Et on va voir même que à la base du besoin de refuser la réalité, il y a une souffrance déjà à la base, potentiellement en tout cas. Donc prendre en fait nos perceptions pour la réalité, c'est un moyen en fait de pacifier, de calmer en fait nos émotions non intégrées. Je vais revenir après sur tous ces termes aussi pour les expliciter et pour en fait les rendre plus clairs. Hein. Comme par exemple, qu'est-ce que c'est une émotion non intégrée? Donc on va voir que dans tout le processus là, que je vais expliquer, l'important en fait, c'est d'être conscient de nous-mêmes, de nos rapports avec les choses, avec les personnes, avec les idées, de ne pas être dupe du jeu de la différence en fait entre la réalité et la perception, d'approfondir nos relations et notre perception du monde. Et c'est seulement derrière ce processus que commence le réel. Voilà. L'idée, ce n'est pas de saisir le réel dans son infinie complexité, car c'est un processus, c'est un travail qui serait impossible, car le réel est beaucoup trop complexe et il dépasse tous les schémas de pensée, tous les plans, toutes les capacités perspectives et sensorielles, mais simplement d'être conscient qu'il y a un écart entre notre perception et le réel. Notre besoin en fait de s'illusionner peut trouver ses origines très tôt dans notre vie. À vrai dire, en fait, déjà lorsqu'on est un nourrisson. Et cela pourrait en fait après s'exprimer plus tard dans différents domaines, dans la vie familiale, professionnelle, dans tous les défis que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, dans les études, le travail ou la vie sentimentale. Donc on voit que c'est un enjeu en fait qui peut prendre une existence très rapidement, dans les premiers instants de la vie quasiment, ou dans les premiers mois de la vie plutôt, mais qui peut nous poursuivre si on n'arrive pas à solutionner en fait ce problème émotionnel qui se trouve à la base en fait de cette difficulté à accepter la réalité, qui peut nous suivre jusqu'à l'âge adulte. Donc nous n'avons pas accès direct à la réalité, ou du moins à la vérité des choses en tant que telle. Nous passons toujours par le prisme de nos perceptions. Et le sens que nous donnons en fait à ces perceptions, elles sont conditionnées par notre vécu, par nos expériences, et surtout ceux de la prime enfance. Donc nos perceptions ne sont pas neutres, elles ont une coloration émotionnelle. La réalité falsifiée que nous construisons donc est un compromis entre la souffrance générée par notre ambivalence émotionnelle et l'acceptation de la réalité objective. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Bon, pour l'illustrer, je vais prendre un exemple issu de l'ouvrage Le mythe de la mauvaise mère. Je vous présenterai après les différents ouvrages avec lesquels j'ai travaillé pour ce live en fin de vidéo. Donc voilà qu'on voit qu'il y a la falsification de la réalité ou cette prise de distance avec la réalité qui découle d'un besoin psychologique et vient en fait vraiment du besoin vraiment de soulager une souffrance. Cela vient en grande partie du fait que le bébé, ou nous-mêmes lorsque nous sommes un bébé, ont un processus de séparation et d'individuation, donc ce qui fait qu'on va devenir une personne singulière et sortir de la fusion en fait, sortir de la fusion avec la mère, la fusion avec le tout,
et ce processus est indispensable pour nous rendre progressivement autonomes. Durant ce processus, on va faire les premières expériences de la frustration. Et notamment de la part de la personne avec laquelle on est le plus en fusion, c'est-à-dire avec la mère. Et on voit que ça va générer une première souffrance. Parce qu'au début, et pendant longtemps, on est habité par le besoin de croire en une bonne mère, d'une bonté absolue en fait. C'est une nécessité psychologique. Même si cela implique en fait une déformation complète de la réalité. Et du fait que certains enfants ne peuvent supporter de détester ou d'avoir du ressentiment envers leur mère, ils vont détourner leur colère et leur perception de la déception sur quelque chose d'autre. Et si ce sentiment persiste à l'âge adulte, on va voir que ce détournement va prendre la coloration parfois de la haine et peut devenir même dangereux. Si ces sentiments intenses d'amour et de haine, de désir pour la même personne ne sont pas intégrés et résolus au cours de l'enfance, ils peuvent provoquer chez l'adulte une tendance à l'intolérance, aux préjugés, et donc dans certains cas, au besoin de haïr qui peut même durer toute la vie. Voilà. Et ça peut expliquer pourquoi en fait, on va voir que certaines personnes, à l'âge adulte, sont en fait habitées comme un besoin d'haïr et de rejeter l'autre. On voit que ça vient en fait d'abord de problèmes qui ne sont pas chez les personnes qu'ils détestent, mais chez eux-mêmes d'un profond problème émotionnel qui mélange en fait un ressentiment envers une figure aimée, ou finalement aussi un ressentiment envers eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils sont en conflit avec leurs propres sentiments. Voilà. Et donc afin de protéger cette image idéalisée, notamment de la mère, surtout de la mère, ces enfants vont transposer la colère sur d'autres objets, d'autres choses, afin en fait de résoudre ce conflit. En d'autres termes, l'ambivalence des sentiments à l'égard de la mère peut devenir si douloureuse et insupportable que chez l'adulte, en fait, elle risque de se transformer en du racisme, en de la haine, des pulsions, on peut dire, de rejet de l'autre. Et ça peut mener donc à toutes sortes d'actes qui peuvent aller jusqu'à la violence et au passage à l'acte. Et tout cela avec des événements qui, au fond, n'ont rien à voir avec la réalité, mais avec, en fait, un processus qui est d'abord intérieur, qui n'est pas résolu, et qui va, en fait, après, avoir des conséquences sur la réalité. Notamment dans l'élaboration de tout ce qu'on va appeler, en fait, les discours sans sujet. Sans sujet dans le sens où c'est des discours qui n'ont pas besoin d'être portés par quelqu'un. C'est des grands discours, des grands récits qui se veulent être des vérités en soi. Pas besoin, ce ne sont pas des points de vue. C'est des récits qui prétendent donc embrasser la réalité du monde, toute sa complexité, et dans toute la totalité de l'enchevêtrement des expériences singulières qui la composent. Donc, c'est un récit qui se veut total. J'entends par là un certain scientisme, certains fondamentalismes religieux aussi, des idéologies philosophico-politiques totalisantes. Tous ces discours-là, qui se veulent être des discours de vérité, en fait, on voit que c'est des discours qui prétendent expliquer tout le réel, mais en réalité, qui sont en fait des négations du réel. Les grands concepts globalisants aident à la pensée, ils ont au moins ce mérite-là, mais ils nient le réel, parce qu'ils sont obligés de simplifier les choses. Ils ne peuvent pas, en fait, intégrer toute la complexité du monde. Et le problème dans ce discours qui sont portés, puis là encore, qui peuvent être des vecteurs, en fait, du ressentiment des personnes, le problème là-dedans, en fait, c'est pas tant en fait dans le fait de croire qu'ils expliquent la réalité absolue, plutôt, mais en fait, c'est de ne pas percevoir en fait que ces discours en fait sont en décalage avec la réalité. On peut porter ces discours si on comprend qu'en fait ils n'expliquent pas tout, qu'ils sont des simples grilles de lecture. Voilà. Et là encore, en fait, cette distorsion de la réalité, elle vient à la base, notamment, en fait, d'un conflit émotionnel non résolu qui vont pousser les personnes à soit élaborer, soit opter pour ces discours qui vont en fait construire un monde qui leur permette en fait de projeter en fait leurs affects négatifs qu'ils n'ont pas pu en fait résoudre, digérer, qu'ils n'ont pas pu métaboliser, comme je dis souvent. Voilà, maintenant qu'on a vu par exemple ces deux cas de figure avec d'un côté on a vu le ressentiment face à la figure maternelle, et puis de l'autre côté, l'élaboration et l'investissement dans des récits totalisants. On voit que ça peut aller vraiment de quelque chose de très
singulier et particulier, on va dire d'une dimension plus psychologique, à quelque chose de plus gros qui relève des macro-comportements, de la socialisation, d'une vision du monde. Mais toujours est-il que, en fait, ces deux manifestations-là, elles partent d'une chose. Elles partent, en fait, d'un vécu émotionnel porté par une personne. Et qui, en fait, qui nous éloigne de la réalité. Mais ce faisant, en fait, vont créer, en fait, du dommage dans le réel. Parce que forcément, ces discours qui servent à, quelque part, pas d'exutoire, mais à, en fait, extérioriser, à mettre la cause, en fait, de ce ressentiment à l'extérieur de soi, à projeter le ressentiment, vont avoir des effets réels, parce qu'en fait, ils vont nous permettre d'agir dans le réel, et d'agir, en fait, en suivant le ressentiment. Maintenant, en fait, on va se poser la question sur comment on peut faire pour, on va dire, on peut pas dire capter le réel dans toute sa réalité, parce qu'on a vu que c'était trop compliqué, mais en tout cas, se réconcilier avec le réel. On va voir en fait qu'avant d'être en prise avec la réalité, donc avec l'extérieur, on va d'abord passer par un mouvement en fait, d'introversion, d'introspection. On va regarder en soi, puis regarder comment on va régler en fait nos rapports à certaines émotions, à certains affects, avant de pouvoir en fait s'extérioriser et avoir une emprise sur la réalité finalement. Donc on voit en fait que le travail sur la réalité, sur le monde extérieur, il passe d'abord par un travail sur sa subjectivité et sur son intériorité. Peut-être là, je vais vous rappeler pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, le petit exemple du paradoxe de Stockdale. C'est un exemple qui est assez intéressant parce qu'en fait, il montre en fait à quel point en fait le travail sur l'intériorité, ensuite sur ses perceptions, ont un effet sur le réel et sur l'extérieur. Alors pour rappeler la petite histoire, en fait, le paradoxe de Stockdale, en fait, on le nomme ainsi, c'est du nom en fait d'un militaire, voilà, qui avait été fait prisonnier, lui ainsi que ses camarades, pendant plusieurs mois, voire même, je pense, pendant plusieurs années, euh, et qui a été en fait le seul survivant de cette expérience. Et qu'est-ce qu'il avait pour particularité, ce dénommé Stockdale? C'est qu'il n'était ni optimiste ni pessimiste. Et que ses camarades qui étaient soit dans l'optimisme, soit dans le pessimisme, sont tous morts. Qu'est-ce qui a fait en fait qu'il a survécu en n'adoptant ni un optimisme qui serait totalement détachement de la réalité, ni un pessimisme qui leur aurait complètement miné et leur empêché de se battre. Il y a trois choses importantes qu'il faut retenir. C'est qu'il n'a jamais perdu la foi qu'il allait s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il a occulté les difficultés, il ne s'est pas dit que ça va être facile, il ne s'est pas dit qu'on allait vite le libérer, il s'est dit j'arriverai au bout. Mais au bout, ça veut dire aussi en franchissant tous les obstacles, les difficultés, la souffrance. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir un certain regard clinique sur le réel, accepter ces événements-là pour pouvoir en fait les dépasser. Il a gardé de l'espérance. L'espérance, c'est pas un optimisme béat. C'est garder et stimuler la vitalité en soi. Voilà. Comment on fait en fait pour cultiver la force qui nous habite pour pouvoir franchir les obstacles. Et en même temps, il a eu une certaine discipline qui lui a permis en fait de confronter les faits, même les plus brutaux, liés aux circonstances dans lesquelles il se trouvait. Donc il faut avoir cette chose qui nous permet en fait d'accepter en fait la difficulté. Et même parfois, on peut dire même d'accepter la souffrance et la fragilité. Accepter de les vivre, c'est en fait la possibilité de les dépasser. En fait, en refusant de vivre ces affects qu'on connote comme étant négatifs, on va être obligé en fait de les exprimer d'une autre manière, et notamment en les projetant sur d'autres choses, sur l'extérieur, sur d'autres personnes. Et là, c'est vrai ça va donner la possibilité d'entrer dans la boucle en fait de la violence, du ressentiment, du rejet, etc., etc. Donc on voit que l'idée, c'est pas non pas de se couper de la souffrance ou des affects négatifs, mais c'est au contraire d'accepter de les vivre pour pouvoir les dépasser.
Et encore faut-il pouvoir les identifier pour pouvoir les vivre et les dépasser. Donc le travail sur notre ressenti et notre subjectivité passe par notre corps, qui est le siège de nos perceptions. Et pour travailler là-dessus, en fait, on peut faire notamment des exercices de respiration, de visualisation. Hein, notamment, c'est ce que je fais ici en cabinet. Sans rentrer dans les détails, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de techniques qui permettent en fait de refaire un retour sur la sensation corporelle qui nous permet en fait de ressentir l'émotion, de la nommer, de développer aussi un lexique, parce que plus on peut nommer précisément, plus on est capable aussi d'avoir de la nuance et une palette large d'émotions, et donc en fait de vivre plus précisément, d'apprécier plus précisément ce que l'on est en train de vivre, et de ne plus avoir le besoin en fait de le projeter sur autrui ou sur autre chose. La respiration est très importante. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui a ceci de particulier, qu'il est à la fois un mécanisme automatique. En temps normal, on n'a pas du tout besoin en fait de réfléchir à sa respiration. C'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, ou bien dans son sommeil, on ne s'arrête pas de respirer. Mais c'est aussi un mécanisme qui peut être contrôlé par la volonté, qui peut être contrôlé consciemment. Contrairement à d'autres mécanismes, en fait, comme voilà, la production hormonale, les pulsations cardiaques, etc., etc. Mais par contre, par la respiration, on va pouvoir influer sur en fait, les autres mécanismes autonomes du corps. Et donc aussi sur la qualité en fait, des émotions, qui sont aussi en fait, un phénomène à la fois psychologique, mais d'abord physique. On sent bien quand on a une émotion, on peut avoir la boule au ventre, le cœur qui s'emballe, la gorge serrée. Il y a toute une production hormonale, des mécanismes physiologiques qui se mettent en marche, et on peut influer là-dessus par en fait la respiration. Et en y associant la visualisation, on a la possibilité d'agir concrètement et de travailler sur notre subjectivité. Le travail sur la subjectivité est performatif en cela qu'elle nous transforme concrètement. Lorsqu'on va travailler sur la sensation en y ajoutant la visualisation, on va vraiment, par là, en fait, un mécanisme de pensée, de sentiment, d'appréciation des ressentis, on va créer notamment des nouvelles connexions dans le cerveau, on va influer sur la production hormonale, on va influer sur certains mécanismes biologiques. Donc vraiment, c'est une manière d'agir consciemment sur soi. On voit qu'il y a vraiment cette boucle de rétroaction. Et en fait, les effets qui vont se provoquer en nous vont aussi influer notre manière de percevoir les choses, de réfléchir. Donc on voit qu'il y a vraiment cette rétroaction qui part de nous. Mais nous devons l'influer, nous devons l'initier, on va dire. Et cette mise en condition, en fait, elle va rendre plus facile la prise de conscience, la compréhension et l'explicitation de tout ce qui nous lie aux autres, d'aussi ce que nous projetons, parce qu'on ne va pas forcément s'arrêter de projeter les choses, mais au moins, on va en prendre conscience. Et on va peut-être pouvoir travailler sur les raisons qui nous poussent à projeter, sur nos réactions à ces projections, comment après on va se comporter, comment on va agir, et sur les rapports que nous entretenons de général à autrui. Donc ce mouvement introspectif est le premier pas vers l'extraversion et une vision plus lucide de la réalité, car moins biaisée par une vie intérieure que nous feignons d'habitude d'ignorer. Voilà. Donc ce que nous recherchons, c'est ce que j'appelle la pensée équilibrée ou la raison sensible. On va essayer d'atteindre un état de vulnérabilité robuste. Vulnérabilité, pourquoi? Parce qu'on va accepter en fait les affects douloureux même. On va accepter un certain degré de souffrance, même pour pouvoir le dépasser. Donc on voit que vraiment là, on va travailler à une certaine résilience. L'idée, c'est pas d'encaisser les coups et d'ignorer la souffrance, parce que là, ça va nous pousser à l'exprimer d'une autre manière, ça va nous pousser justement à la projection, mais plutôt d'accepter de vivre ce que nous avons à vivre. Donc il nous est laissé une possibilité quasi infinie, c'est de faire et de vivre les choses avec sincérité, avec amour. En d'autres termes, c'est de prendre un risque, c'est celui de vivre les émotions, de les vivre complètement,
Et ça nous permet en fait de retrouver, en fait, comme je parlais tout à l'heure, de sensibilité robuste, de raison sensible, de pensée équilibrée. C'est en fait l'équilibre en fait entre deux états euh, qui peuvent paraître contradictoires, mais en réalité on va réussir à en faire une certaine synthèse. C'est vraiment se retrouver dans un sentiment voilà, d'abandon, dans le sens où on va être dans l'acceptation et en confiance de ce qu'on doit ressentir, et en même temps avec une grande lucidité et on va dire un regard clinique sur la chose. C'est vraiment l'alliance en fait d'un côté le regard de l'enfant, on peut dire, et puis de l'autre côté du regard du guerrier. On a vraiment la confiance et l'abandon d'un côté, puis le côté précis, clinique, euh, sans état d'âme, on peut dire. Donc il faut pouvoir allier ces deux choses. L'ouverture fondamentale à son moi intérieur, à sa vulnérabilité, pardon, ça va nous donner en fait la force d'affronter les conflits extérieurs. Donc on voit que ça passe vraiment d'abord par une phase non seulement d'acceptation, mais surtout une phase d'acceptation de la vulnérabilité. Mais ce n'est pas quelque chose à confondre avec de la faiblesse. C'est qu'il faut aussi bien comprendre. Au contraire, ça va nous rendre plus forts pour affronter en fait le réel et l'extérieur. Et d'agir en fait dans le réel, parce que finalement c'est ça. Et pas chercher des causes extérieures ou des coupables, etc. Donc c'est l'alliance de ces deux dimensions qui permettent en fait, de travailler autant sur les perceptions que sur les réalités. Parce qu'au départ, il y a un travail sur soi, sur la perception, sur le ressenti, mais après, ça va nous permettre de réfléchir, de prendre des décisions, et ensuite d'agir dans la réalité. Et c'est là que ce qui est important, c'est que quand on agit sur la réalité, même si on ne peut pas tout saisir, on a la capacité de transformer la réalité, même par des portions infimes, mais de transformer réellement le monde réel, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc une conscience aiguë de ses failles, de ses blessures et de ses difficultés nous rend plus forts et plus résilients, et ça contribue finalement à notre croissance. C'est ça qui vient finalement grandir. Il y a une certaine comment dire, acceptation en fait, de la réalité, et l'acceptation de sa réalité intérieure. Et c'est ça qui nous permet de grandir. Euh, les gens qui font semblant d'être forts et de, d'être sur tous les fronts et de combattre, finalement, ça peut cacher aussi euh, une certaine forme en fait, d'immaturité. Car en fait, ils refusent en fait, d'être confrontés à des souffrances, en fait, ou une certaine forme de souffrance, qui est une souffrance émotionnelle finalement, hein, qui est liée finalement à l'apprentissage de la vie dans le réel. Donc c'est vraiment des souffrances qu'on peut dire d'enfants qui refusent d'accepter et qui les conduit en fait à des comportements de négation de la réalité, avec tout ce que ça peut engendrer en fait de nuisances pour eux-mêmes et pour autrui, pour l'environnement, et pour les personnes qui les entourent. Donc la réconciliation avec sa propre réalité intérieure peut aussi en fait, dans, dans le meilleur des cas, nous amener à vouloir nous réconcilier avec les autres. Et donc aussi établir des relations nouvelles et apaisées. Mais pour ce faire, il faut d'abord, quelque part, se réconcilier avec soi-même. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, si je n'ai plus à craindre euh, d'être confronté à mes émotions, confronté aux émotions qui peuvent être suscitées finalement par les situations qu'elles vont être confrontées, hein. Si j'ai plus à craindre, je m'accepte de vivre tout ça, j'aurais plus peur en fait de parler en public, de m'opposer, de dire mon opinion, euh, de suivre mes convictions, d'être véritablement moi-même. Et c'est là qu'on retrouve vraiment l'individuation dont je parlais tout au début. Parce que finalement, on n'a plus vraiment à porter des masques ou à projeter pour éviter finalement pas les situations qui sont autour de nous, les gens, personnes qui nous confrontent, mais les émotions qu'elles vont susciter chez nous et qui vont nous ramener en fait à des choses, à des conflits non réglés. Donc on voit vraiment que l'étape d'acceptation de la réalité intérieure, c'est en fait une condition indispensable à l'acceptation de la réalité extérieure. Et l'acceptation de la réalité extérieure, en fait, ça ne veut pas dire accepter les choses comme un état de fait, mais ça veut dire pouvoir les regarder pour ce qu'elles sont, afin en fait, de pouvoir se déterminer, faire des choix.
et peut-être même agir pour changer les choses dans la réalité extérieure. Et cela nous libère aussi de relations manipulatoires que parfois on entretient malgré nous, parce que finalement, pour éviter certains ressentis, on va adopter des positionnements, on va essayer d'obtenir certaines choses, certains comportements des autres. En fait, on va les chosifier, on va les utiliser pour qu'ils nous servent de notre, finalement, de notre fiction qui a été, en guillemets, montée pour, en fait, nous soulager de nos conflits émotionnels. Voilà. Donc, pouvoir être sincère avec soi-même, ça nous permet aussi de sortir de relations manipulatoires et être sincère avec les autres. C'est des choses qui peuvent pas être très simples, voire un plateau, qu'on résume comme ça, mais on voit que derrière, en fait, des notions comme voilà, la sincérité avec soi-même, l'acceptation de ses propres émotions, en fait, on voit qu'il y a un grand nombre de mécanismes complexes qui sont souvent peu conscientisés, mais qui ont des incidences réelles à fort impact autant au niveau psychologique qu'au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, parce qu'on voit que derrière ça, ça peut aussi nous conduire en fait dans ce que j'appelais donc les discours sans récit, ces discours auto-justificatifs qui se voudraient en fait d'explication totale de la réalité et qui peut nous mener en fait à tous les excès possibles. Mais après, comme je disais, on peut aussi se poser la question, mais où commencer dans tout cela, hein. Par- Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le plus simple, pas par des réponses, mais par se poser certaines questions. S'autoriser à se poser certaines questions. De se poser, par exemple, la possibilité de se dire, voilà, j'avais jamais considéré les choses sous cet angle-là. Est-ce qu'il est possible de considérer les choses sous un autre angle, d'une autre manière, quand je suis confronté à quelque chose, une émotion forte qui me prend? Déjà là, on se donne la possibilité en fait de bifurquer en se disant, en niant pas ce qu'on est en train de ressentir, ou même si c'est quelque chose de très malaisant, mais dire voilà, il y a cette possibilité-là, mais il y en a d'autres. Il y en a au moins une autre à laquelle je peux adhérer ou sur laquelle je vais me questionner. Et là, on se donne la possibilité de changer et possiblement de sortir du schéma dans lequel on était enfermé et où en fait on allait vraiment pour éviter l'émotion désagréable ou la souffrance qu'elle génère, projeter ou bien attribuer la faute à l'autre. Voilà. Après, on peut aussi se poser d'autres questions. Ai-je véritablement un problème en ce moment? Parfois, on va voir que le sentiment qui émerge en nous, il peut paraître démesuré ou peu en rapport avec le problème objectif qui se pose à nous. Donc on peut se poser la question, est-ce que j'ai réellement un problème? Et quand on va s'apercevoir du décalage, là, ça va aussi peut-être nous pousser à se poser d'autres questions, à agir différemment. Et puis une autre question qu'on peut se poser, c'est à qui est-ce que ça fait du mal? Et bien souvent la réponse c'est à nous-mêmes. Voilà. Et à partir de là, on va se demander, voilà, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Donc si on voit que finalement c'est peu en rapport avec la réalité, que ça nous fait souffrir et que c'est pas nécessaire, finalement, ne vaut-il mieux pas essayer d'opter pour une autre manière de faire, une autre manière d'être, quelque part? Ce qu'on peut dire, c'est que cette souffrance, elle est due à la non-acceptation de ce qui est. Donc, on va commencer, pour pouvoir accepter ce qui est, c'est de placer en fait son attention, non pas sur la, la souffrance ou le désagrément qui est engendré par ce qui est et qui va susciter des émotions en nous, mais on va placer son attention sur ce que l'on est capable de faire dans cette situation-là. Et on va essayer de l'apprécier. Si par contre on s'aperçoit que dans une situation où on ne peut pas faire quoi que ce soit, bah, à ce moment-là, c'est vrai qu'il vaut mieux lâcher prise. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, mais on va s'apercevoir que finalement, si en fait ça ne dépend pas de nous, autant lâcher prise, car ça veut dire en fait que ça génère des affects en nous qui ne sont pas en lien avec la réalité de la situation. Donc là, déjà, on prend déjà une distance entre ce qui émerge en nous et la réalité. Mais l'idée, c'est justement de prendre conscience du jeu qu'il y a entre les deux. Et du coup, je rappelle encore, l'idée, c'est pas de se couper de la souffrance, hein.
C'est pas de se couper, parce que possiblement se couper de la souffrance, c'est aussi de se couper de toutes nos émotions. Et nos émotions, c'est une des choses qui font de nous aussi des êtres humains. Donc, l'idée, c'est pas de s'en couper, mais c'est de prendre compte, en fait, de faire des allers-retours, et de prendre compte, en fait, du jeu qu'il y a entre l'émotion ressentie et la situation objective qui a généré l'émotion. Et parfois de voir, en fait, qu'il n'y a aucun lien entre les deux, et que c'est vraiment quelque chose qui est en lien plus avec nous et avec notre histoire qu'avec la situation en question. Mais pour faire cette prise de conscience, il faut prendre le temps. Quelque chose qui nous est souvent difficile actuellement parce qu'on est tout le temps sollicité et finalement on est arraché à nous-mêmes et on est en fait toujours poussé vers l'extérieur par différentes stimulations, différentes sollicitations en fait, qui nous coupent de notre intériorité. Donc il faut prendre le temps de s'arrêter et finalement vivre. Ce que j'entends par vivre, simplement éprouver et apprécier les choses. Et cela, en fait, on va conférer au vécu une dimension didactique, c'est-à-dire que ça va nous apprendre quelque chose. Mais il faut d'abord accepter d'un peu de couper avec l'extérieur, de prendre du temps. Parfois, c'est simplement quelques secondes pour se dire, mais voilà, qu'est-ce que je ressens? Même physiquement déjà. Qu'est-ce que je ressens maintenant au niveau des émotions? Ça me fait quoi? Et là, on a des choses à apprendre sur nous-mêmes. Il faut donc accepter de ressentir toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Pour cela, on va placer notre attention sur nos sensations corporelles. Parce que l'attention, en fait, déjà, elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, on va placer notre attention sur nos émotions, sur nos sensations corporelles. Et on va percevoir, voilà, on va se concentrer sur notre souffle, sentir nos tensions musculaires, sentir, voilà, où est-ce qu'on a chaud, où est-ce qu'on a froid, sur nos sensations, simplement. Ça va être un premier pas facile pour se reconnecter à soi. Et ensuite, à partir de là, où on est reconnecté à soi, on va pouvoir essayer d'apprécier quel sentiment on est en train de ressentir. Et percevoir un sentiment, même soit un sentiment positif ou négatif, le percevoir et l'apprécier, c'est déjà une première prise de distance vis-à-vis du sentiment. Parce que là, il y a le moment où on est en train de le vivre, puis le moment où on est en train de l'apprécier. Là, c'est comme si on se prenait à une place d'observateur aussi. Parce qu'il y a aussi toujours quelque chose par rapport au dépassement de ces émotions, de ces sentiments, c'est que parfois, en fait, les sentiments ou les émotions sont insupportables parce qu'on se confond avec eux. C'est vraiment la différence entre être triste et se sentir triste. Dans se sentir triste, voilà, il y a une appréciation de ce qui nous traverse. Donc quand on se dit qu'on est triste, c'est comme si on se confondait avec le sentiment de tristesse. Et quelque part, il faut pouvoir faire cette dissociation aussi. Parce que le réel, finalement, c'est d'abord ce qui diffère. Comme on parlait tout à l'heure là, de l'individuation, où on sort de la fusion. Le réel, vraiment, c'est ce qui diffère. C'est pour ça que les récits totalisants ne peuvent pas capter tout le réel, parce qu'il y a trop de variété, trop de complexité, trop de changements, trop de choses beaucoup trop complexes pour véritablement être capté et de lecture. Donc là, on va vraiment se placer aussi dans un processus de différenciation qui nous mène vraiment à la véritable individuation. Parce que finalement, quand on se passe hors de ces processus-là, on a l'impression qu'on existe, mais en fait, on est vraiment mu juste par des différents déterminismes dont on n'a pas conscience. Et ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir s'émanciper de tous les déterminismes, mais prendre conscience de ces déterminismes, c'est déjà la possibilité de s'en émanciper un petit peu. Ça ne veut pas dire que les déterminismes sont inutiles, qu'il faut s'émanciper de tous les déterminismes. S'ils existent, parfois c'est aussi pour des raisons très concrètes qui sont même liées à notre survie, mais on prend conscience, ça nous permet aussi d'aller vers l'autodétermination, vers l'individuation, finalement vers une possibilité en fait d'établir, de se rapprocher de quelque chose qui ressemble au libre arbitre, même si on va voir que je verrai une autre vidéo là-dessus, que c'est une question très compliquée, que celle du libre arbitre. Donc on va voir vraiment que là on va prendre distance vis-à-vis de ces émotions simplement en les percevant. Et en ayant une appréciation de ce qu'on est en train de vivre, Et les changements, et on apprécie aussi les changements physiques.
les changements physiques qui accompagnent chaque sentiment, nous indiquent que on a déjà pris du recul par rapport à eux, qu'on est en train d'apprécier en fait que voilà, là on a une tension qui vient et puis elle se défait. Là on est déjà en train de prendre une distance par rapport à l'émotion vécue. On prend déjà un peu plus une place, on va dire, pas d'observateur, mais une place où on apprécie ce qu'on est en train de vivre. On n'est plus dans la fusion avec l'émotion, l'émotion qui serait envahissante. Parce que lorsque nous percevons consciemment, nous nous identifions déjà plus totalement en fait aux sentiments, mais plutôt à la part de nous-mêmes qui les perçoit. Donc, si je dois un peu résumer tout ça, je vais dire que, dans un premier temps, pour sortir en fait de ces émotions qui nous paralysent, qu'on n'arrive pas à dépasser, qui nous forcent quelque part à projeter des affects négatifs sur l'extérieur et qui nous coupent de la réalité, qui nous plongent en fait dans des fictions qui ont pour but de nous soulager de souffrance, mais qui nous coupent de la réalité et donc notre capacité à agir sur celle-ci, il faut se remettre dans une position d'acteur. Pour ça, donc d'acteur, donc d'être actif. Donc pour ça, on va d'abord placer son attention, sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on peut accomplir. Déjà voir si ça c'est vraiment un lien avec la réalité, avec la situation. Et on voit que le cas échéant, il y a lieu de lâcher prise. Après, comment faire, c'est une autre question. Ça, on pourra en parler à un autre moment. Entrer aussi dans le contentement. Donc, qu'on peut accomplir quelque chose. Voilà, je peux faire ça, je peux agir. On reprend aussi du pouvoir. On n'est plus en train de subir des choses extérieures pour projeter l'extérieur. Donc, apprécier, c'est quelque chose d'important. L'appréciation. Et pouvoir éprouver, parce que parfois, ça peut être des choses un peu plus difficiles. Mais, toujours est-il, dans tous les cas, il faut ressentir. On a vu que ça peut passer par un niveau très simple, très basique, déjà le ressenti corporel. Il faut accepter de ressentir, après émotionnel. Et une fois qu'on a passé l'étape du ressenti, de ressentir, il faut questionner. On voit que là, les différentes questions qu'on peut se poser sur, voilà, est-ce que c'est vraiment, pourquoi ça me fait souffrir, c'est une souffrance nécessaire, est-ce qu'il y a une possibilité de vivre autre chose que ce que je suis en train de vivre là? Est-ce que j'arrive à nommer ce que je suis en train de vivre aussi? Comment je le nomme? Comment je peux le nommer le plus finement pour que ce soit fidèle à mon expérience? Mais là, vraiment, on va vraiment se placer dans la part de nous-mêmes, comme je dis, la part de nous-mêmes qui perçoit, et sortir de la fusion avec le ressenti. Mais c'est une étape nécessaire, voilà, mais il faut la dépasser, justement. Et ensuite, voilà, questionner ces différentes questions qui nous ouvrent des perspectives. Comment s'orienter? Quel choix faire? Et ensuite, une fois qu'on s'est questionné, bah, agir. Donc, pour reprendre, en fait, une capacité d'action sur le réel qui avait réveillé ces sentiments en nous. Parce que parfois, en fait, il y a lieu de souffrir parce que on est face à des choses difficiles. Mais après, ça veut dire que on doit être dans une position où on doit faire des choix, où on doit agir, ou peut-être qu'on va changer des choses dans notre réalité, dans nos relations avec les gens, dans notre environnement, pour en fait se retrouver de nouveau dans un état, on va dire, si ce n'est d'apaisement, mais en tout cas, dépasser cette souffrance. Donc voilà, placer son attention sur ce qui a été accompli, entrer dans le contentement. Si on accomplit les choses, si on peut accomplir les choses, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible, lâcher prise. Sinon, quand on poursuit, on va aller dans la phase du ressenti, où on va apprécier la chose, où on va l'éprouver, on va se questionner, et ensuite on va agir. Et on va voir, une fois qu'on a agi sur le réel, ça va de nouveau susciter chez nous peut-être de nouvelles émotions. Et on voit que c'est une boucle, mais c'est ça finalement être vivant. Et c'est en nourrissant en fait les forces en fait, de croissance qui nous habitent qu'on va pouvoir en fait continuer à grandir et à vivre véritablement et pas à subir en fait des affects négatifs. Voilà. Alors c'est un peu c'est un peu tous les concepts que je voulais partager avec vous dans cette vidéo ce soir. Je vais juste vous montrer un peu des livres avec lesquels je travaille un peu pour élaborer cette vidéo. Alors, on est foutu, on pense trop du docteur Serge Baki. Voilà. Comment aussi ces affects en fait difficiles vont nous pousser en fait
à, à nous enfermer aussi dans des pensées stériles. Donc, ça, c'est un des écueils auxquels on peut être confronté. Voilà. Le mythe, euh, le mythe de la mauvaise mère. Donc, d'où j'ai tiré le premier exemple, euh, d'où peut-être par exemple, le besoin psychologique de fuir la réalité. On va voir aussi que ce besoin aussi très spécifique, il vient aussi en fait aussi d'un milieu matériel concret qui a donné naissance en fait à une certaine manière aussi d'éduquer les enfants. Donc on voit que c'est pas quelque chose aussi, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui se génère lui-même dans le vide. Donc ça a aussi des raisons concrètes d'exister. Aussi toujours dans la collection Jouvence, des tout petits livres qui sont aussi très bien pour rentrer dans les sujets parce ils sont bien résumés. Accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Et puis encore un dernier ouvrage qui est L'art de décevoir ses parents. Parce que là aussi, le besoin aussi, enfin, la capacité aussi à sortir de certaines représentations qu'on peut avoir par rapport à certaines attentes, c'est aussi très important pour pouvoir grandir véritablement. Parce que finalement, c'est aussi ça être adulte, hein. C'est aussi pouvoir, en fait, assumer sa réalité intérieure et assumer la réalité concrète du monde extérieur. Et il faut pouvoir concilier les deux. Donc voilà pour ce soir. Alors, si vous avez des questions, hop, n'hésitez pas donc à intervenir, à poser vos questions dans le live. Sinon, moi je vous invite aussi et surtout, si vous voulez euh, pouvoir amorcer ce processus concrètement, à me contacter. De toute façon, je mettrai sur ma page Instagram, vous avez tous les liens pour me contacter, que ce soit mon mail, téléphone, mon site internet, etc. Pour pouvoir travailler en cabinet ou à distance, mais je pense que le travail en cabinet est important. Parce que là, c'est aussi apprendre euh, finalement à échanger dans des interactions réelles. Et je pense qu'il n'y a rien de moins des interactions réelles pour pouvoir en fait faire un vrai travail sur soi. Donc si jamais vous avez besoin en fait, d'aller plus loin, que ça a ouvert des questions chez vous, ou que vous ne savez pas par quel bout commencer, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, dans l'immédiat, si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Et comme d'habitude, mes vidéos sont donc disponibles, vous pouvez les revoir et sur Instagram et sur YouTube, sur ma chaîne donc Holistic Care. Si vous avez également des suggestions de sujets pour les prochains lives, les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous rappelle également que pour ceux qui sont donc dans la région lausannoise, et plus loin si vous voulez aussi, qu'il y a des groupes de parole aussi qui se tiennent régulièrement. Je communique les dates normalement sur tous mes réseaux. Et différents événements aussi qui vont arriver début 2022 aussi. Donc, je vous informerai en temps voulu. Et par rapport à justement une des questions que j'ai abordées dans le live qui était justement euh, entretenir et faire croître en fait sa force vitale, là je peux vous annoncer déjà dès ce soir que au sein de mon cabinet il y a un nouveau service que j'offre, c'est l'éducation en vitalité. Et je vais communiquer très bientôt là-dessus pour vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Mais ça rentre aussi dans le cadre des vidéos que j'ai abordées jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une éducation aussi à un travail sur l'intériorité, mais aussi à un travail aussi sur des choses concrètes comme voilà, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie. C'est vraiment qu'on va cultiver en fait un art de vivre qui va nous permettre en fait de faire croître en fait ces forces de vitalité, qui vont nous permettre en fait de rentrer et, plus profondément et de manière plus aisée dans ces questions-là, qui sont la question du travail sur l'intériorité, la question du rapport à autrui, la question voilà,
de comment on peut vivre véritablement et pas subir sa vie, comment on peut véritablement exister. Voilà. Et ça passe ça par l'acceptation de son intériorité. Et cette acceptation-ci, on peut y parvenir en puisant en fait dans notre force vitale. Mais ça vraiment, il y a aussi un travail à faire. Donc pour lequel je peux vous accompagner. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Donc si, comme je n'avais pas de questions, je vous remercie d'avoir suivi le live Holistic Care sur comment accepter le réel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup.